Mardi 16 août 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité de ce soir, le projet de code minier sera bientôt achevé selon le ministre des Mines et des Ressources stratégiques. L'atelier de concertation finale a débuté ce jour et ne se terminera que lundi prochain au MBC Ivatu. Rappelons qu'actuellement, nous utilisons encore le code minier qui date de 2005. Détails sur les images de Yves Janel. L'une des questions posées par les responsables venus assister à l'atelier de concertation sur la refonte du code minier porte sur la base taxable dans l'exportation de l'or. Le premier code minier à Madagascar a été rédigé en 1999. La première refonte a eu lieu en 2005. Toutefois, en 12 ans, le monde évolue et de nombreuses refontes devraient se faire, raison pour laquelle le code minier doit être renouvelé afin que le secteur minier puisse être un levier de développement pour le pays et que les retombées impactent la population. À noter que 30% des recettes d'exportation de Madagascar proviennent de ce secteur. Aujourd'hui, des responsables administratifs au niveau du ministère des Mines, du ministère de l'Économie et des Finances, du ministère de l'Environnement, du ministère de l'Artisanat et de l'ONE sont venus donner des suggestions concernant cette réforme. Les opérateurs dans le domaine des pierres et de l'or, les exploitants miniers, la société civile, les chercheurs et l'association des ingénieurs et géologues des mines participent également à cette consultation. Et en économie, le marché des véhicules poids lourds et poids légers se porte bien à Madagascar. Une entreprise malgache a conclu l'an dernier un accord de coopération avec un constructeur de véhicules poids lourds en Chine. Cette coopération comprend la vente de poids lourds et légers et la vente de pièces détachées pour les gros véhicules. Il existe également une coopération avec les banques à travers les crédits pour ceux qui veulent en bénéficier. Miarvoulat sur les images de Anzar Adzanarvelu. Il existe un équilibre général entre l'offre et la demande de véhicules poids lourds et poids légers à Madagascar. Pour une entreprise spécialisée dans la vente des voitures, cela se reflète durant ces 10 dernières années. Il est possible de continuer à promouvoir le marché des véhicules poids légers et des poids lourds, mais surtout de pouvoir vendre les pièces et accessoires automobiles qui posent toujours problème aux propriétaires de voitures. Ainsi, il y aura une coopération avec les banques locales pour avoir accès à des crédits. Cette collaboration entre les deux parties concerne les véhicules poids lourds et poids légers tels que les tracteurs, constructeurs de routes et divers camions-citernes pour les pétroliers. Une concession dans la vente, le stockage, la répartition et la peinture de véhicules lourds devrait s'implanter à Tanarive d'ici fin octobre. Cette société aura des agences dans toute l'île. Dans les actualités sociales, la route de 22,2 km qui relie les communes de Mahafassa Centre, Namouour et Ambalatan dans le district de Farafangan est achevée après une année de travaux. Réhabilitation qui entre dans le cadre du programme de développement des filières agricoles inclusives du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, financé par le FIDA et l'OFID et mis en œuvre par l'OIT. Felanarakout Varsoulou. Réalisé par l'approche IMO, structurée, centrée sur l'humain et dont les actions contribuent directement à l'atteinte des objectifs de la politique générale de l'État, 564 personnes parmi les populations locales ont bénéficié d'un emploi qualifié d'emploi décent durant les 9 mois de réalisation des travaux et 25 personnes de plus durant les 12 mois du délai de garantie. Travaux de construction de routes reliant les communes de Mahafassa Centre, Namououra, Lubaran et Ambalatan dans le district de Farafangan. En effet, ces 564 personnes ont eu 1,56 milliard d'ariar, soit 266 000 $ en tant que salaire. 29 PME et 9 bureaux d'études ont également suivi des formations pendant la réalisation des travaux. Par ailleurs, pour entretenir la route récemment construite, le projet a déjà pris l'initiative de doter des matériels d'entretien aux 3 communes et mettra 25 cantonniers maîtrisant la technique d'entretien à leur disposition, bien que la convention ne prévoit pas encore la mise en place de systèmes d'entretien.
La cérémonie d'inauguration de cette piste rurale de 22,2 km reliant Maas, Namur, Laburan et Ambalatan s'est tenue hier aux communes de Mahafassa Centre dans le district de Farafangan, région Asimotsnanan. Il est à noter que cette activité rentre dans le cadre de la mise en œuvre du VELRA numéro 6, du cadre de coopération des Nations Unies, UNSDCF, du PPTD, programme pays. Et puis, un particulier veut accaparer plus de 2 hectares de terrain à Ivouanz, dans la commune d'Anoussial, dans le district d'Ambujachim. Dans la matinée, un huissier et des agents de la police nationale sont venus dans le but de démolir les maisons qui y sont bâties. Heureusement, cela n'a pas été possible en raison de l'intervention des élus de ce district. Les détails sur les images de Yves Janel. Environ 70 familles à Ivouanz, dans la commune d'Anoussial, vivent actuellement dans la panique en raison des problèmes fonciers auxquels elles sont confrontées. Elles ont mis en valeur ce terrain de 2 hectares depuis plus de 70 ans. D'après eux, c'est un terrain domanial que leurs parents se sont départagés. Et parmi ces habitants, certains ont acheté une partie de ce terrain. Maintenant, cependant, un parmi les descendants prétend en être l'unique propriétaire et prétend également qu'on lui a remis un acte de succession émanant d'une personne décédée il y a 6 ans de cela. Selon le maire de la commune d'Anoussial, il n'y a eu aucun préavis concernant la descente de ce huissier ce jour. D'ailleurs, le huissier n'a même pas présenté une lettre d'exécution de démolition. Cet acte est inadmissible d'après le député IRD élu dans le district d'Ambujachim, Johnny Rakutwarsou. De plus, le moment n'est pas opportun vu le climat qui prévaut notamment à cause de la hausse du coût de la vie actuellement. D'après les informations que nous avons recueillies, la personne qui se dit propriétaire du terrain prétend également avoir le bras lent et connaître des personnalités haut placées, raison pour laquelle il fait fi des droits des pauvres agriculteurs. Toujours d'après les informations, le huissier n'a même pas reçu une autorisation émanant du tribunal. Est-ce à dire que les auxiliaires de justice, comme les huissiers, peuvent être utilisés par les richissimes, comme bon leur semble, sans avoir besoin d'une décision de justice? L'on attend la suite de cette affaire. Les voyages aller-retour sont taux de pause pour les taxis-brousses opérant pour le stationnement du Fassan Karan sont désormais interdits afin d'éviter les accidents de circulation. Les gérants de cette gare routière ont également pris des mesures spéciales concernant le transport des vacanciers afin d'éviter l'insuffisance de véhicules. Andoniana Martina, Zaranjiansu. Environ 180 taxis-brousses par jour quittent le stationnement du Fassan Karan pour rejoindre les nationales 7, 35, etc. en cette période de vacances. Cet effectif a augmenté par rapport à l'effectif habituel selon les explications. Par contre, les chauffeurs ne peuvent plus désormais effectuer un voyage aller-retour sans temps de pause pour éviter la fatigue qui peut entraîner un accident de la circulation. Les véhicules ne manqueront pas, toujours selon les explications du gérant de ce stationnement. Ce stationnement ne cesse pas non plus d'améliorer la qualité des services offerts aux clients, principalement liés à la qualité des infrastructures. Encore en mauvais état au Fassan Karan, les gérants ont fait un effort pour clôturer cette station. Les travaux ont commencé aujourd'hui. Santé à présent, environ 1400 dépositaires de médicaments sont regroupés au sein de l'association des dépositaires de médicaments à travers l'île après le recensement effectué par le ministère de la Santé publique. En plus des pharmacies, des dépôts de médicaments sont répartis dans les zones rurales. Suite à ce recensement par le ministère, une réunion des dépositaires de médicaments de toute l'île aurait dû avoir lieu les 18 et 19 août, mais elle a été reportée en octobre pour des raisons indépendantes de leur volonté. Quoi qu'il en soit, cette réunion permettra de mettre à jour la liste des dépositaires. Cette réunion aura également pour objectif la transmission de diverses consignes à leur endroit, a précisé le président de l'association. Et culturel, pour terminer les actualités locales, Viva organise une nouvelle émission de télé-réalité intitulée F5. La première quotidienne a commencé hier. Il s'agit d'une compétition de chant et de danse à l'issue de laquelle 5 jeunes filles seront sélectionnées pour former le groupe F5. Felena Rakutwarsou, Sech Andjanabu.
Désormais, vous pourrez suivre sur Viva, après le journal en version française, la nouvelle télé-réalité F5, après l'émission La Voix d'Or qui s'est terminée samedi dernier. Il s'agit d'une compétition de chant et de danse entre des jeunes filles. L'objectif est de former le groupe F5. Vous suivrez dans la quotidienne F5 la vie des concurrentes dans le loft pendant les 30 jours que durera la compétition. Pour la première prime, ce samedi, 20 filles issues des 7 régions où les castings se sont déroulés s'affronteront. Les 5 finalistes bénéficieront d'une production de leur album après la compétition. Alors, ne ratez pas le rendez-vous tous les soirs à partir de 21 h. Dans les actualités internationales, une semaine après des explosions sur la base militaire russe de Saki, en Crimée, un incendie ayant provoqué une explosion de munitions s'est produit ce jour sur une autre base russe dans le district de Jankoï, a affirmé le ministère de la Défense russe. L'armée ukrainienne semble vouloir montrer ses capacités de résistance à l'ennemi. France 24. Les détonations se font entendre à plusieurs kilomètres. Au loin, un dépôt de munitions d'une base russe vient d'exploser. Il est situé dans le district de Jankoï, au nord de la Crimée. Seuls quelques civils ont été blessés, mais une partie du trafic ferroviaire a été suspendue et environ 2000 personnes évacuées. J'ai ordonné le bouclage d'une zone de 5 km. L'évacuation de tous les civils dans cette zone est en cours. Selon le ministère russe de la Défense, l'explosion des munitions est due à un acte de sabotage. Plus tôt dans la journée, des images de la télévision russe ont aussi montré une installation électrique en flammes dans cette même région de Jankoï. Ces incidents sont situés à quelques 110 km de Novo-Fedorivka, là où une semaine plus tôt, un dépôt de munitions a explosé près de l'aérodrome militaire de Saki, dans l'ouest de la Crimée. Le chef de l'administration présidentielle ukrainienne salue une opération de démilitarisation. Quant au conseiller du président Volodymyr Zelensky, il dénonce une nouvelle fois l'occupation du territoire. La matinée près de Jankoï a commencé avec des explosions. La Crimée, dans un pays normal, c'est la mer Noire, les montagnes, la récréation et le tourisme. Mais la Crimée occupée par les Russes, ce sont des explosions de dépôts de munitions. La Crimée, annexée en 2014 par Moscou, est en première ligne de l'offensive militaire russe, débutée le 24 février. Des avions décollent quasi quotidiennement pour frapper des cibles dans la région sous le contrôle de Kiev. Mais plusieurs zones de cette péninsule sont également situées dans le rayon d'action des canons et des drones ukrainiens. Et en Chine, des vacances tournent au cauchemar. Près de 80 000 touristes se retrouvent coincés sur l'île paradisiaque de Hainan, dans le sud du pays, après la découverte de plusieurs centaines de cas de Covid. La Chine continue d'appliquer sa politique zéro Covid. France 24. Un décor tropical paradisiaque transformé en quelques jours en cauchemar sanitaire. L'île de Hainan, la destination touristique chinoise, fait face à une flambée de Covid-19 depuis 2 semaines. Les hôtels de luxe deviennent des centres d'isolement malgré les protestations des clients. Il y a une manifestation. Je crois que c'est parce que 11 membres du personnel ont été testés positifs au Covid. Donc les gens veulent quitter l'hôtel. Impossible de partir. Le gouvernement local barricade l'établissement avec surveillance policière jusqu'à nouvel ordre. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Cet expatrié anglais attendait ses vacances depuis 2 ans. Maintenant, interdiction de quitter sa chambre. Retour dans la chambre. L'hôtel où nous sommes est très luxueux, donc assez cher. Nous avons économisé longtemps pour venir ici. C'est terrible, on peut voir la plage, mais on ne peut pas la toucher. Donc oui, c'est un peu déprimant. À chaque nouveau foyer, les mêmes scènes se répètent en Chine. Panique dans les aéroports, renforts sanitaires, hôpitaux de campagne et centres de dépistage déployés en urgence. Voilà, tous les matins, on doit faire la queue pour le test PCR qui se trouve juste à côté de la plage. Ce père de famille peut lui sortir de sa maison de vacances, mais la vie est à l'arrêt. Tout est fermé. C'est donc une grande galère pour trouver à boire et à manger. 2 mois plus tôt, Thibaut Pointe était déjà confiné à Shanghai. Ce séjour, c'était pour souffler, mais c'est raté. C'était un enfer à Shanghai, comme vous pouvez le savoir. Donc voilà, revivre la même chose ici, psychologiquement et physiquement, c'est très dur.
Donc voilà, donc, tout de suite la réaction, ça a été de trouver une solution pour prendre un vol, éventuellement quitter Sanya. Mais pendant 10 jours, l'île était coupée du monde, les vols systématiquement annulés. Aujourd'hui, cette touriste rentre enfin chez elle à Shanghai, à bord d'un des avions reprogrammés au compte-gouttes. À l'arrivée, une nouvelle quarantaine l'attend chez elle. J'espère vraiment qu'on n'aura pas plus de problèmes. On va atterrir à Shanghai. Après, ils nous emmèneront dans un hôtel de quarantaine pour faire un test PCR. Et si c'est négatif, on pourra enfin rentrer à la maison. Chez soi ou en vacances, aujourd'hui en Chine, tout le monde vit sous la menace constante d'être confiné pour quelques cas. Depuis l'arrivée du variant Omicron sur le territoire, chaque jour, de nouvelles zones, de nouveaux quartiers sont mis sous cloche au nom de la politique zéro Covid. Et enfin, pour terminer, Raila Odinga, le candidat perdant à la présidentielle au Kenya, a déclaré ce jour que sa coalition rejetait le résultat de l'élection qui a vu le vice-président sortant William Ruto remporter le scrutin. Odinga a promis de recourir à des moyens juridiques pour contester la victoire de son rival et a qualifié le résultat de parodie. France 24. Revenu ce matin dans le bidonville de Kibera, la situation est la même dans celui de Mataré après que ces deux quartiers favorables à Raila Odinga se soient soulevés hier soir à l'annonce des résultats. De très nombreuses personnes sont descendues dans les rues, ont manifesté leur mécontentement après l'annonce du résultat favorable à William Ruto. Il y a eu plusieurs blessés ici à Nairobi et dans la ville de Kisumu à l'ouest du Kenya, ce bastion de Raila Odinga, 2 personnes sont mortes au moins. Le calme est revenu durant la nuit après l'intervention de la police. Il y a des petits groupes d'hommes et de femmes un petit peu partout dans le bidonville. Ils attendent des mots de leur leader Raila Odinga ou des mots du parti de Raila Odinga, Azimio la Umoja. Je vous propose de les écouter. Nous avons entendu les membres de la commission dire que cette élection est opaque. Mais nous saurons vraiment si c'est le cas en fonction de ce que nous dit Raila Odinga. Une fois qu'il aura parlé, nous saurons exactement ce qu'il pense à propos de cette opacité et ce qu'il s'est passé. Si cette élection était crédible, les membres de la commission électorale, y compris le vice-président, n'auraient pas laissé tomber le président, juste avant qu'il ne s'exprime. Maintenant, nous attendons qu'on nous dise la vérité. Le parti Azimio la Umoja de Raila Odinga devrait s'exprimer dans la journée. On ne sait pas encore à quelle heure ni ce qu'ils vont annoncer, mais une chose semble certaine, Raila Odinga va aller devant la Cour suprême pour tenter de contester cette élection. Il va devoir apporter un dossier extrêmement complet, apportant des preuves comme quoi il y aurait bien des fraudes, comme son parti l'annonce, ou au moins des irrégularités commises par la commission électorale pour tenter de faire annuler cette élection, comme il l'avait fait en 2017. Il y a 5 ans, il avait réussi à faire annuler l'élection. C'était une première en Afrique subsaharienne. Alors ici au Kenya, eh bien, tout le monde se demande ce qu'il va se passer après cette élection. Mesdames et messieurs, c'est ce qui a mis un terme à cette édition. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout. Je vous retrouve demain pour de nouvelles éditions. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.